Ok, on va commencer. Donc bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau séminaire Sandwich. Alors comme d'habitude, comme c'est le premier de la saison, je vais rapidement rappeler ce que sont les séminaires Sandwich. Donc ce sont des séminaires organisés de temps en temps sur le temps de midi par le département de physique. Alors d'une part, le département de physique paie des sandwichs pour les auditeurs pour qu'ils puissent manger pendant qu'ils écoutent la présentation. Et d'autre part... il invite un orateur pour qu'il nous parle de différents aspects de la physique. Alors les orateurs, ça peut être des personnes internes à l'UNIF, des personnes externes, et ils viennent nous parler soit de leur sujet de recherche, soit d'un sujet qui les passionne, soit même de leur activité professionnelle. Ce n'est pas obligatoirement des gens qui sont dans le monde de la recherche qui viennent parler. Et donc voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? J'ai à dire que les séminaires sandwich sont enregistrés. Donc si vous ratez les séminaires sandwich, vous ne pouvez pas avoir les sandwichs à distance évidemment, mais vous pouvez quand même récupérer l'enregistrement sur YouTube. Et donc voilà, il apparaît en général un mois à peu près après la diffusion du séminaire. Voilà, donc il me reste à présenter l'orateur du jour. L'orateur, c'est un membre du département, mais probablement que beaucoup d'entre vous ne le connaissent pas encore, puisque c'est un tout nouveau membre du département, c'est Sébastien Mouchet. Et donc c'est l'occasion pour lui de nous présenter un peu son domaine d'expertise, et puis pour nous de lui souhaiter la bienvenue au département de physique. Donc voilà, Sébastien, je te laisse la parole. Merci pour l'introduction. Bon appétit à tous. Merci à tous et à toutes d'être présentes aujourd'hui. Si nombreux et nombreuses. Donc je suis effectivement Sébastien Mouchet, je viens d'arriver comme chercheur qualifié FNRS au service des matériaux micro et nanophotoniques, ici donc à l'université de Mons. Et mon domaine de recherche est la photonique naturelle et la photonique bio-inspirée. Et je voulais justement utiliser ces séminaires sandwich pour présenter ma recherche, mon sujet de recherche au département et aux étudiants et étudiantes du département. Photonique naturelle. Hop. Voilà, je vais changer de slide. Ah, super, on a récupéré le pointeur. Donc la photonique naturelle. Alors une première question rhétorique, je ne vais pas vous la faire réellement. Qu'est-ce que la lumière? C'est important qu'on soit sur la même longueur d'onde, mais comme on est tous des physiciens et des physiciennes, on sait qu'il s'agit d'un ensemble de particules, des photons, ou d'ondes, dualité onde-corpuscule. Maintenant, une question que je vais réellement vous poser, c'est qu'est-ce que la couleur? Une idée? Alors. Oh, une sensation visuelle, c'est déjà très bien. Je m'attendais à une autre réponse, mais c'est super. Une fréquence donnée, voilà, merci de m'avoir répondu malgré le sandwich. Donc effectivement, souvent on définit la couleur comme étant une fréquence donnée, l'énergie d'un photon, mais effectivement c'est bien plus que ça, ça fait appel à la perception que nous en tant qu'êtres humains nous avons grâce à notre système visuel. Pour rappel, nous avons sur nos cornets des bâtonnets et des cônes. Les bâtonnets qui sont plus sensibles et nous permettent une vision achromatique, mais également nocturne, et les cônes qui nous permettent la vision chromatique, principalement lorsque l'intensité de lumière est relativement élevée. Le problème avec la perception de la couleur, c'est que... Est-ce que tu peux me donner ton prénom? Non, beaucoup plus près. Lorenzo, merci d'être présent parmi nous. Tu es venu ici avec en pull brun. On est d'accord? On va le définir comme brun, je vais rester dans ma boîte. En fait, il est très peu probable que deux personnes dans cette pièce seront capables de percevoir exactement le même brun. On va tous avoir statistiquement une perception légèrement différente, même si on fait l'hypothèse que tout le monde dans la pièce a une perception saine, des yeux sains. Il y a une certaine subjectivité à la perception de la couleur. Un autre exemple, c'est cette couleur-ci. On pourra débattre longuement ou pas sur le fait que c'est du vert ou du bleu. J'espère qu'au bout d'un moment, assez vite, on se mettra d'accord de l'appeler turquoise et de terminer notre sandwich. Mais, encore une fois, ces différences de perception existent et sont un problème en science. Lorsqu'on veut quantifier la couleur, on ne peut pas se permettre ces subjectivités. Et donc, il faut parvenir à des systèmes objectifs pour quantifier la couleur. C'est ce qui a été fait par le passé. Il existe de nombreux systèmes qui nous permettent de quantifier la couleur. Un d'entre eux, parmi les premiers, a été développé par James Clerk Maxwell. On le voit ici comme étudiant à Cambridge avec un disque chromatique.
Et il a développé un système RGB que l'on connaît toujours maintenant sous une autre forme, notamment pour les écrans d'ordinateur. On utilise d'autres systèmes, à l'heure actuelle, notamment diagramme de la chromaticité développé en 1931 par la Commission internationale de l'éclairage. Oui, ça existe. Et ces systèmes permettent de définir une couleur de façon objective, simplement avec un couple de coordonnées, dans ce cas-ci X et Y, pour éviter tout malentendu sur la couleur du pull brun de Lorenzo. Maintenant, l'origine des couleurs. Il y a différentes origines, il y en a 3. Tout d'abord, ce sont les couleurs dites pigmentaires, dues à des pigments donc. Il y a les sources lumineuses et il y a bien entendu les couleurs dites structurales, dues à des structures physiques. Commençons par les couleurs pigmentaires, dues à des pigments. Donc les pigments vont absorber sélectivement la lumière incidente et ce qui est diffusé dans le milieu émergent peut être perçu par un observateur, une observatrice. Il y a différentes sous-classes de pigments, les pigments organiques, le carotène, les épices du souk du Caire. Le vivant utilise abondamment ce type de couleurs. On va retrouver aussi des couleurs artificielles, des pigments artificiels, que ce soit des colorants alimentaires, mais aussi pour des cartouches d'imprimante. Et finalement, il y a les pigments minéraux que l'on retrouve dans les roches, typiquement les ocres, par exemple. La nature, comme je vous le disais, va utiliser très abondamment ces couleurs pigmentaires, que ce soit chez les mammifères, mais également les poissons, les insectes et les végétaux, comme vous le savez très certainement. La deuxième catégorie, les sources, les écrans d'ordinateur, mais aussi les lampes, elles sont éteintes en ce moment, le projecteur, mais on retrouve de façon naturelle aussi les aurores boréales, les étoiles, le feu, mais chez les organismes vivants, on va aussi trouver des sources lumineuses, c'est notamment le cas des lucioles ici qui émettent de la lumière par un phénomène qui s'appelle la bioluminescence. Si je vous parle de sources, c'est parce qu'on retrouve aussi en photonique naturelle un autre phénomène qui s'appelle la fluorescence, donc l'émission de lumière colorée souvent par une molécule qu'on appelle un fluorophore, suite à l'excitation par un rayon lumineux plus énergétique, typiquement de l'ultraviolet, du violet, du bleu. Dans la vie de tous les jours, on retrouve bien entendu les tubes fluorescents, certains mécanismes anti-contrefaçon de billets de banque, de passeports. Et pour l'anecdote, les eaux toniques que vous utilisez peut-être pour votre gin and tonics sont aussi fluorescentes. Vous n'en boirez plus de la même façon la prochaine fois. Chez les organismes vivants, on va retrouver de la fluorescence dans une certaine mesure, notamment chez les insectes. Ici, s'il s'agit d'yeux de scorpions, les scorpions ont plusieurs paires d'yeux sur leur corps. Il s'agit des d'yeux médians d'une espèce de scorpion. Les méduses sont fluorescentes, les anémones de mer, mais ne font pas aller très loin dans l'arbre de la vie pour retrouver de la fluorescence. Nous, en tant qu'êtres humains, nous sommes aussi fluorescents, notamment nos ongles fluorescent très bien, les dents fluorescent très bien, et pour les personnes qui ont atteint la maturité suffisante que pour avoir des cheveux blancs, ces cheveux blancs-là fluorescent également très bien. Finalement, on y arrive, les couleurs structurales. Les couleurs structurales sont souvent liées à un phénomène que vous connaissez, j'imagine très bien, le phénomène d'interférence constructive, destructive. Si on prend le cas simplement d'un film mince, une lumière incidente va interagir avec le film mince, comme vous le savez probablement très bien, et les différentes ondes qui vont émerger de ce film vont être légèrement déphasées l'une par rapport à l'autre. C'est cela qui va donner lieu à des interférences constructives ou destructives et aux couleurs que l'on peut observer, notamment sur une tache d'huile sur le sol ou une bulle de savon. Même phénomène. Couleurs structurales que l'on retrouve dans la vie de tous les jours, également sur la face gravée dans CD, j'imagine que vous savez encore ce que c'est un compact disque, mais on va retrouver aussi cela dans les arcs-en-ciel. Ça peut être classé parmi les couleurs structurales, la couleur du ciel ou la dispersion par un prisme.
La nature va avoir recours à ces couleurs structurales également. On va retrouver cela chez certains poissons, chez certains mammifères, les oiseaux, mais aussi les insectes, des arthropodes et des plantes. Une des propriétés de ces couleurs structurales, c'est l'iridescence. C'est le changement de couleur lorsque l'on observe la surface colorée structurellement avec différents angles d'observation ou différents angles d'incidence. Ici, on a 6 photographies du même insecte qui sont prises avec différents angles. Donc ici, on a la face dorsale de Caryotella fulgidissima, et ici on a la face ventrale, et on voit que la couleur, par exemple, dorsale passe du vert au violet lorsque l'angle d'observation augmente. Ce glyphe qui illustre également ce phénomène d'iridescence, où l'on voit un morpho, un papillon bleu, qui est en rotation autour d'un axe, et en fonction de l'angle de rotation, on peut voir différentes couleurs qui apparaissent, qui sont plutôt violettes, bleutées. Donc, voici la structure qui donne lieu à la couleur de notre coléoptère ici. On a en fait dans les ailes de l'insecte, les ailes rigides d'un insecte s'appellent des élytres. Et dans ces ailes, dans la cuticule c'est la peau d'un insecte si vous voulez, on va retrouver ces structures qui sont à peu près périodiques, faites de la répétition de 2 couches qui présentent des propriétés optiques différentes et qui donnent lieu à l'interférence lumineuse dont je vous parlais tout à l'heure. Pour le morpho, le papillon bleu, la structure est différente. On va retrouver sur les ailes de ce papillon des écailles. Ces écailles, si on les observe ici en microscopie électronique à balayage, présentent des structures en forme d'arbre de Noël. Ici, on observe, sur l'image B, on observe une coupe de section. On a coupé les écailles suivant cette droite. Structure de Noël, c'est super parce que c'est presque de saison. Et elle donne lieu à l'interférence de la lumière. On peut, en faisant une très grosse approximation, supposer être l'empilement de 2 couches périodiques qui se répètent. On peut aussi avoir un petit peu de diffraction due à la périodicité latérale. Une autre propriété que l'on retrouve dans les couleurs structurales, c'est l'hygrochromisme, le changement de couleur au contact d'humidité ou plus généralement d'eau ou même de liquide. Nous avons ici un coléoptère, l'aoplie bleu, c'est le mâle, qui est coloré grâce à des écailles qui recouvrent son corps. Et si l'on casse ces écailles et qu'on regarde ce qui se passe à l'intérieur, on va retrouver une multicouche périodique, une multicouche qui est faite de 2 couches, des couches denses, enfin 2 types de couches, des couches denses et des couches d'espacement. Donc ce sont des petits bâtonnets qui sont localement parallèles et qui permettent, on les voit aussi ici, et qui permettent aux couches denses d'être espacées. Et cela créant certains contrastes d'indices de réfraction. Et on peut également approximer cette structure par en miroir de Bragg, donc une multicouche périodique. Donc je vous disais qu'elle changeait de couleur au contact de l'eau, c'est le cas ici. Elle passe du bleu au vert, c'est réversible, donc lorsque l'insecte sèche, il passe à nouveau du vert au bleu. J'ai une petite vidéo ici, j'espère que tu pourras la lancer, où une nanogoutte tombe dans cette région-ci, induit un changement de couleur direct, du bleu au vert, et lorsque la goutte sèche, très rapidement, on est en temps réel ici, la couleur passe à nouveau du vert au bleu. L'explication du phénomène, c'est simplement le remplissage des pores par de l'eau. On change l'air par de l'eau, on change l'indice de réfraction, on change la condition d'interférence, on change la couleur. Une autre propriété, c'est la sensibilité aux gaz et aux vapeurs de façon générale que l'on retrouve notamment chez le morpho dont je vous parlais, qui change de couleur au contact de certains liquides, mais également certaines vapeurs et gaz qui viennent s'absorber à la surface de ces arbres de Noël. Le changement de couleur n'est pas nécessairement perceptible à l'œil nu, mais il peut très bien être détecté par spectrophotométrie notamment.
Une autre propriété, c'est la fluorescence. Fluorescence, nous voyons ici une image de microscopie de fluorescence des écailles de l'aoplie bleue qui fluorescent également. Et les fluorophores sont intégrés naturellement dans la structure photonique, dans les écailles de notre insecte. Et ce que nous avons montré, c'est que la structure photonique va contrôler l'émission de ces fluorophores. Si ces fluorophores étaient hors de la structure photonique, ils auraient d'autres propriétés d'émission. L'aoplie qui change de couleur du bleu au vert au contact de l'eau, sa fluorescence qui était turquoise à l'état sec va également changer de couleur. Elle va passer au bleu roi lorsque l'aoplie est humide. Donc en fait, les changements de couleur sont tout à fait opposés. En lumière visible, on passe du bleu au vert, alors que en fluorescence, on passe du turquoise au bleu foncé. On change de sens, si vous me permettez l'expression. Et cela a également été expliqué par le remplissage des pores, pour faire court, par de l'eau. Alors, toutes ces propriétés, oui, c'est très bien, mais ça sert à quoi, cieux ? Un des intérêts de la recherche, c'est pas uniquement d'expliquer des phénomènes optiques, qui est très intéressant pour des photoniciens, des physiciens et physiciennes, mais également de faire de la bioinspiration. Donc, l'idée de la bioinspiration, dans le cadre de cette recherche, c'est de combiner la diversité de structures que l'on retrouve dans la nature et qui est parfois décrite comme étant, ces structures sont parfois décrites comme étant plus complexes que ce que l'être humain synthétiserait spontanément, je vais le dire comme cela. Cette représentation est critiquable, mais on ne va pas en faire la critique aujourd'hui, et de combiner cette diversité de structures avec la diversité de matériaux que l'être humain maîtrise. La nature va utiliser très peu de matériaux pour faire ces couleurs structurales, typiquement de la chitine dans les insectes, du collagène pour les mammifères, certains poissons, de la guanine pour d'autres poissons. On va retrouver aussi de la mélanine ou de la kératine, notamment chez certains oiseaux. Alors qu'en tant qu'être vivant, nous savons que nous pouvons utiliser bien d'autres matériaux. Et donc combiner cette diversité de matériaux et cette diversité de structures nous permet d'arriver à des structures novatrices, en tout cas on espère novatrices, qui sont dites bio-inspirées. Alors, un exemple, c'est le changement de couleur induit par des vapeurs et des gaz, qui a permis à des confrères et consoeurs américaines, ainsi qu'à des collègues de Louvain-la-Neuve, de développer des senseurs de gaz, en fait. Et donc, de pouvoir voir avec nos yeux, en sens qui est très bien développé, des changements d'incomposition de l'air, que l'on ne perçoit pas toujours bien avec notre odorat, par exemple. Un autre exemple qui est inspiré de cet insecte, un Charidotella egregia, qui change de couleur. C'est jaune, c'est en fait doré. Elle est en fait dorée. L'image le rend un peu plus jaune que doré. Et elle passe de cette coloration dorée à une coloration rouge lorsqu'elle est soumise à un stimulus tactile, si on la touche, en fait. C'est une réaction de stress. Cette coloration dorée est due à une multicouche photonique. Sous stress, l'insecte va pomper hors de cette structure en certains liquides physiologiques qui s'y trouvent. La structure va perdre sa cohérence, elle va devenir transparente. Et ce que l'on voit ici, c'est une couche de pigment rouge sous-jacente. Et donc on a un changement qui est d'un état coloré en état transparent. Ce changement nous a inspiré, avec des collègues, entre autres, de l'université de Mons à l'époque, des verres dits intelligents bio-inspirés qui passent d'un état plutôt transparent à un état coloré au contact de l'eau. Un autre intérêt réside dans la biologie. Notamment, c'est de répondre à des questions comme celle de l'évolution. On retrouve certaines structures photoniques, par exemple, dans une classe d'insectes, on va dire les longicornes ici, ils ont des longues antennes. Et les structures qu'on retrouve chez les longicornes sont aussi parfois retrouvées chez les charançons. Et donc, c'est de déterminer si ces structures ont été développées indépendamment ou si elles sont héritées d'un ancêtre commun. Un autre intérêt biologique que j'ai décidé de vous présenter ici,
vient de l'étude de Charidotella ambita, qui est très proche de l'autre Charidotella dont je viens de vous parler. Sa coloration est également dorée, comme vous le voyez. Elle ne change pas de couleur si sous stress, mais on va retrouver dans les élytres, ici on voit une coupe de section des élytres, une multicouche qui est observée ici par microscopie électronique. C'est une multicouche dite biaisée, donc en fait l'épaisseur change en fonction de la profondeur. Et cette multicouche est relativement profonde dans les tissus de l'insecte, dans la cuticule si vous voulez. Et en fait, avec des collègues biologistes, notamment de l'ULB et de la KUL, nous avons déterminé que ces tissus se développent plus tard dans la vie de l'insecte, lorsque l'insecte commence à avoir un comportement sexué. Et donc la coloration dorée que l'on a étudiée est très certainement liée à la communication au sein de l'espèce intraspécifique. Et ça en signale pour déterminer, enfin pour communiquer qu'un individu donné a atteint la maturité sexuelle et peut se reproduire. Donc voilà, alors en conclusion, ce avec quoi j'aimerais bien vous repartiez à la fin de ce séminaire, c'est de se souvenir qu'il y a 3 sources de couleurs possibles: les pigments, les sources lumineuses et les structures photoniques. Il y a de très nombreux exemples de structures naturelles dans la nature et de fluorescence contrôlée. Mais de façon générale, les structures photoniques qu'on retrouve dans la nature, ce sont des matériaux qui sont particulièrement sophistiqués et qui présentent de nombreuses propriétés comme l'iridescence, l'hygrochromisme, la sensibilité au gaz, etc. Et les étudier permet non seulement de comprendre des phénomènes optiques que l'on retrouve dans la nature, mais également de comprendre des fonctionnalités biologiques qui sont sous-jacentes. Et par ailleurs, on peut s'en inspirer pour développer des applications dites bio-inspirées. Voilà, ceci termine mon séminaire. N'hésitez pas à poser vos questions. Voilà, merci. Test. Oui, ok. Mais du coup, comme Sébastien l'a dit, place aux questions. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui ont des questions à poser ? Ouais. Merci, c'était super intéressant. Je me posais la question pour l'insecte dont la couleur changeait en fonction du degré d'humidité, à quoi ça lui sert? Donc, ça peut avoir en rôle biologique, effectivement. Donc pour l'AOPI bleu, c'est quelque chose qui n'a pas été déterminé. Il y a des hypothèses. En passant, c'est un insecte qu'on va retrouver typiquement sur des hautes herbes, au sommet des hautes herbes, sur le temps de midi, en mai, juin, juillet, dans le sud de la France et dans le nord de l'Espagne. Donc il y fait très chaud. Sa coloration bleue permet à la femelle, qui est brune, de repérer son mâle et de s'accoupler, pour le dire clairement. Maintenant, ces insectes vont aussi être trouvés typiquement le long de cours d'eau ou près d'étangs où il y a de l'humidité. Donc il y a des hypothèses qui sont de dire que probablement lorsque l'insecte est dans des situations plus humides, sa coloration plus verte lui permet de se camoufler un peu plus. Maintenant, je dois dire que pour l'instant, je n'ai encore vu aucune. Je suis allé collecter les insectes, je n'en ai vu aucun à l'état vert quand je les ai collectés, et je n'ai trouvé aucune description d'entomologiste qui les a observés à l'état vert. Donc, ça n'a peut-être rien à voir. Et beaucoup des fonctionnalités dont je vous parlais, la fluorescence par exemple, n'a pas nécessairement un rôle biologique. C'est parfois le sous-produit d'autres fonctions qui ont dû être sélectionnées au cours de l'évolution. D'autres questions? Oui, je vois. Du coup, la question, j'avais la même question pour le papillon et le gaz. Je suppose qu'il n'y a aucun intérêt biologique peut-être pour le papillon. Et comment est-ce qu'on a découvert ça? C'est juste par essai-erreur ou par hasard? Alors, pour le gaz, effectivement, il est très peu probable, parce que les gaz qui étaient testés, même si on prend de l'éthanol, etc., les morphos bleus vivent dans la forêt amazonienne. À part s'il y a quelques chasseurs et entomologistes qui ont une soirée bien arrosée à la vodka, ils ne vont pas être en contact avec des vapeurs d'éthanol. Et donc, probablement pas, non. Alors, comment ça a été découvert?
Par exemple, dans le cadre de l'Aopli, c'était le directeur de mon laboratoire à l'époque, si je ne m'abuse, qui avait récolté quelques oplis et en buvant de l'eau, il a fait tomber l'Aopli qu'il venait de récolter dans le verre d'eau et il a vu que ça changeait de couleur. Je pense que c'était ça l'histoire. Donc c'est un peu de sérendipité. C'est comme ça en français. Voilà. Alors, je pense que l'intérêt du domaine, c'est d'abord porté pour les changements de couleur induits par des liquides. Et après, je pense que spontanément, on a l'idée de penser à des vapeurs et des gaz. Je pense aussi que, pour être tout à fait honnête, des changements de couleur induits par des vapeurs et de gaz est quelque chose qui est extrêmement utilisé pour beaucoup de recherches avec certaines structures, certains matériaux. Les personnes qui font de la plasmonique passent aussi par là où on a des systèmes, je veux dire, ou même avec du graphène notamment en condensed matter, en matière condensée, où on a des systèmes, on se dit tiens, si on change le gaz qui est autour, on va changer la propriété optique de conduction de ceci, électronique, hein, je parle électrique, hein, etc. On peut en faire un senseur. Et donc je pense qu'il y a beaucoup de recherches où l'on voit des senseurs qui sont proposés parce que c'est des propriétés qui viennent assez facilement, quel que soit le phénomène que l'on regarde, et c'est une façon de valoriser une certaine recherche. D'autres questions ? Je vais poser la question à propos des cheveux blancs. Ils fluorescent parce qu'ils sont plus colorés, en fait. Oui, c'est probablement effectivement que dans les cheveux, on va retrouver donc des pigments en fonction de la couleur. Ça va être de la mélanine en fonction de la couleur du cheveu. Ce sera différents types de mélanine. Et effectivement, la mélanine va, comme je le comprends en tout cas, va absorber soit les UV incidents qui viennent exciter les fluorophores, ou soit l'émission par ces fluorophores. C'est comme ça que je le comprends. Ouais. Pour utiliser le terme technique, je pense qu'on peut utiliser du quenching dans ce cas-là. Une autre question ? Ouais. Dans la nature, ces structures se construisent toutes seules. Mais si on veut synthétiser ce genre de choses, est-ce que c'est facile ? Non, ça ne l'est pas. Alors pour tout être honnête, on essaye d'étudier cela. On a déjà soumis des demandes de financement à ce sujet, de les créer de façon, je veux dire, artificielle, tout en utilisant la nature. Ce qui se fait maintenant, c'est soit, oui, ok, des techniques de nanofabrication, ça oui, c'est connu, on n'a même pas besoin de regarder la nature pour faire des miroirs de Bragg, certains cristaux photoniques qui ont été développés tout à fait indépendamment de ce domaine d'application. Donc, ça dépend un petit peu ce que l'on souhaite faire. D'autres recherches consistent à utiliser notamment des pupes d'insectes, de papillons qui développent ces structures, et de les soumettre à différents traitements pour essayer de les modifier en propriétés optiques. C'est plutôt ce qui fait. Mais si on veut développer ces structures avec ces matériaux-là de façon naturelle, c'est un peu plus compliqué. Avec la cellulose, ça marche assez bien parce que la chimie de la cellulose est beaucoup plus facile. Et donc là, on peut faire assez facilement des structures de bouligans et avoir des couleurs assez esthétiques. Donc voilà, ça dépendra un petit peu de ce qu'on veut faire et les contraintes que l'on se donne. Autre question ? Bon, c'est une question vague, mais maintenant, quel insecte t'intéresse pour le moment et pourquoi ? Ou Merci. autre animal ? Oui. Alors, je regarde plutôt les insectes qui absorbent la lumière à ce moment-là. Donc, j'ai gardé ces aspects-là pour
probablement un autre séminaire. Je devrais en donner un justement le 3 décembre. Je pense que j'en parlerai déjà un peu plus. Mais voilà, ce serait, et c'est réellement le projet pour lequel je suis venu ici, regarder l'exaltation de l'absorption dans les organismes vivants. Donc je regarde notamment certains coléoptères qui sont particulièrement noirs et de comprendre l'origine de cette coloration noire exaltée, avec peut-être des possibilités de bioinspiration derrière également. Du coup, je vais en profiter pour poser ma question. Est-ce que tu as d'autres exemples de projets bio-inspirés, d'applications qui sont déjà sur le point d'être développés et qui utilisent justement toute cette mécanique de maîtrise des couleurs par la structure? Oui, un autre exemple, peut-être aussi pour un autre séminaire. Je m'étais dit que j'allais vous épargner cela, mais c'est des vitres anti-collision d'oiseaux que j'ai développées il y a 2 ans. Et en fait, je m'étais inspiré de structures que l'on retrouve chez certains papillons qui réfléchissent l'ultraviolet pour en faire des structures afin d'éviter des collisions avec les oiseaux. L'idée, c'est qu'en fait, les oiseaux sont capables de voir l'ultraviolet. Donc, c'est un exemple récent de ce que j'ai fait. Est-ce qu'il y a encore 1 ou 2 questions dans la salle? Ouais. J'aurais une petite question. Si je ne me trompe pas, il y a certaines espèces animales qui n'ont pas d'yeux, mais qui pourtant présentent des caractéristiques au niveau de leur coloration telles que vous les avez présentées. Je me demande biologiquement à quoi ça pourrait leur servir, par exemple. Oui, tout à fait, ça existe. Ça peut être, bon, puisqu'on parle de façon générale, ça peut être par exemple pour éviter la prédation ou pour communiquer au prédateur, ne me mange pas, tu vas vomir, pour dire très clairement, hein, l'aposématisme, pour utiliser le terme. Ou alors ça peut simplement être en sous-produit d'une autre fonction, je pense notamment à certains organismes marins des micro-organismes qui ont développé certaines membranes très colorées, très chatoyantes, mais ne sont pas dotés de la vision, hormis peut-être prévenir certains prédateurs. Il n'y a peut-être pas de fonction derrière. Dernière question? Dernière chance? Non. Eh ben, merci beaucoup, Sébastien. Je pense qu'on peut encore l'applaudir une fois. Voilà, ben c'est la fin de ce séminaire. Merci à tous d'être venus et à la prochaine dans quelques mois.